Jean Lombard, bonjour. Bonjour. Alors vous publiez chez l'Harmattan la leçon de philosophie de Socrate à Épictète, lecture des entretiens. S'agit-il d'un livre sur la construction, depuis les origines de la philosophie jusqu'aux stoïciens tardifs, de ce que vous appelez la leçon de philosophie, ou bien plus classiquement d'une étude sur Épictète et sur son principal ouvrage, les entretiens? Écoutez, effectivement, le projet était double. D'un côté, il fallait relire les entretiens, ces entretiens qui sont appelés aussi, selon les traducteurs, selon les époques, des colloques, des diatribes, des dissertations, des conversations, et qui sont en réalité des étapes sur un parcours organisé et méthodique de formation à la philosophie, de formation d'étudiants, en fin de compte, en philosophie. Et c'est Arrien, un fidèle disciple, qui a rapporté en quelque sorte les cours et qui nous en donne les traces encore très vivantes, encore très palpitantes finalement. Ce sont des cours au quotidien donnés par Épictète dans son école de philosophie de Nicopolis. Nicopolis est un port qui se trouve sur le passage entre l'Italie et la Grèce et vice-versa. C'est-à-dire un lieu d'où on peut mettre à distance, matériellement, mais aussi par la pensée, Rome, ses tentations, c'est-à-dire la vie mondaine, la vie politique, et donc un lieu où on peut préparer les étudiants à entrer dans le monde ou au contraire à y renoncer. Et nous sommes alors à la fin du 1er siècle, au début du 2e après Jésus-Christ. C'est une époque où, à plusieurs reprises, il faut le rappeler, les philosophes ont été expulsés de Rome, ont été chassés de Rome, où l'Empire se dégrade toujours davantage en tyrannie, se désorganise sous l'effet de querelles intestines et extérieures aussi. Et Épictète, ancien esclave devenu philosophe, avait lui-même été frappé d'exil en 89, je crois, dans l'année 89 par un décret impérial, et il a ouvert cette école au loin comme ayant une fonction philosophique de l'exil. L'exil, c'est aussi un exil de la pensée par lequel, au-delà des frontières mouvantes et factices des cités empiriques, on peut être partout chez soi sous le règne de la raison universelle. Voilà dans quel esprit c'était fait. Et puis, le second aspect important, je crois, qui s'impose à la lecture des entretiens, c'est surtout l'aspect pédagogique. Dans les entretiens, nous sommes dans la classe, d'une certaine manière. Nous sommes sur le pas de la porte. On voit arriver un père qui veut inscrire son fils ou un grand étudiant qui veut s'inscrire tout seul. On voit qu'ils viennent s'informer, il leur est répondu et à la seule réponse de demande d'information, on s'aperçoit qu'ils sont déjà en train d'entrer dans la philosophie. Et puis il y a aussi des hommes d'affaires, des politiciens qui viennent en passant. Épictète le raconte avec beaucoup d'humour. Il dit que ce politique-là ou cet homme d'affaires-là est passé pour s'inscrire en se disant « j'ai un peu de temps avant de prendre mon bateau pour aller à Rome et je vais voir ce que raconte Épictète ». Quitte d'ailleurs, n'ayant rien trouvé dans tout ça, puisqu'il ne cherchait rien, à repartir déçu en disant « il est nul cet Épictète ». Et c'est raconté avec beaucoup de franchise et beaucoup de sincérité. Et simplement, le public de la philosophie, la disposition à philosopher, sont à travers ça, et beaucoup d'autres choses du même genre, deux thèmes qui sont au centre de ces magnifiques entretiens, en liaison, fixés par Épictète, en liaison avec la problématique de la leçon. Alors justement, puisque vous parlez de la leçon, pourquoi avoir fait de cette leçon quelque chose de central dans une réflexion qui au fond porte plus sur les commencements de la philosophie? Et que faut-il alors entendre par leçon? Bon, on sait que la leçon de philosophie a eu dès l'origine la particularité d'être à la fois une leçon comme une autre. C'est comme une leçon de musique, c'est comme une leçon de géographie ou de gymnastique. Elle semble être la sœur de toutes ces leçons. Mais en même temps, elle est une leçon qui ne ressemble à aucune autre. Et elle ne ressemble à aucune autre tout simplement parce qu'elle a une particularité, elle est à la fois l'objet et la condition du discours qu'elle tient. Et les entretiens nous donnent à voir, à l'heure du stoïcisme héroïque, vous le mentionnez à l'instant, une évolution majeure de la leçon en tant qu'espace du discours. Chez Épictète, la leçon va utiliser deux schémas. Le schéma d'interpellation, qui est d'origine socratique, vous savez que Socratique interpelle ses contemporains et s'interpelle lui-même.
Et de l'autre côté, un schéma de subversion qui vient renforcer le premier et qui lui provient plutôt du cynisme, de la philosophie cynique, de la pensée grecque de la transgression, de la pensée grecque du refus. Et c'est, me semble-t-il, la combinaison de l'interpellation et de la subversion qui va créer cette dynamique particulière qui est celle de la leçon de philosophie, mais depuis, elle l'est d'une certaine façon restée. Dans les entretiens, Socrate est invoqué à peu près une trentaine de fois, mais il est mentionné de manière dispersée. On a pu appeler ça très justement d'ailleurs un portrait dispersé de Socrate. Et inversement, les cyniques font l'objet d'un chapitre séparé, mais sont tout de même objet de citations de temps à autre. Les cyniques, avec leur pédagogie mordante, le cynisme est une pédagogie de la morsure, hein, nous sommes dans l'imagerie canine avec les cyniques, et c'est comme un chien de garde vraiment zélé, qui mord non seulement les étrangers ou les inconnus, mais qui mord ses propres maîtres et ses propres amis dans le seul but de les améliorer. Et c'est une combinaison d'une efficacité incroyable qui s'instaure entre ces deux fonctions, donc l'interpellation et la subversion. Et en somme, on peut dire que les entretiens ont parachevé la construction de la leçon de philosophie à la fin de l'Antiquité. Ça a traversé ensuite le temps jusqu'à nous. C'est une leçon qui est capable de nous changer encore plus que de nous instruire. C'est une leçon qui nous libère, qui nous rend à nous-mêmes, en quelque façon. C'est l'irremplaçable moment d'une conversion qui est toujours à conduire en vue de la pensée critique. C'est la leçon de philosophie, modèle de toute leçon. Alors présentez-vous dans ce livre un commentaire suivi du texte d'Épictète, ou bien avez-vous choisi de procéder autrement ? Alors, c'est un commentaire, évidemment, puisqu'il s'agit d'une série de notations et d'interprétations à propos d'un texte. C'est la définition même du commentaire depuis Littré. Mais la première partie, il y a deux parties. La première partie est consacrée à une réflexion donc sur Épictète pédagogue et Épictète philosophe, sur la pédagogie de la liberté, sur la formation à la philosophie, l'accès à la philosophie, et sur la jonction et l'interaction des deux éléments que je citais à propos de l'interpellation et de la subversion. La seconde partie est une lecture complètement thématique des entretiens. Il y a d'abord un index des notions philosophiques et pédagogiques, qu'elles soient d'origine stoïcienne ou non, qui se trouvent dans les entretiens, avec renvoi au passage, citation des passages clés, d'une manière organisée, qui permet donc de faire une lecture par thème. À quoi viennent s'ajouter deux inventaires que j'ai pensé pouvoir être intéressant, qui comporte aussi renvoi et citation à l'appui. L'un concerne les figures pédagogiques et didactiques d'Épictète, c'est-à-dire ce qui touche les récits, les images, les exemples, les métaphores, les anecdotes, les situations utilisées par Épictète. Et l'autre reprend les grands énoncés qui sont constitutifs finalement de la sagesse pratique qu'Épictète veut transmettre à ses disciples et qui sont souvent des raccourcis extrêmement saisissants, dont certains sont très connus. Vous avez consacré la plupart de vos livres à une confrontation entre l'Antiquité et la modernité. Alors ce retour que vous faites à travers cet ouvrage sur Épictète et sur les entretiens, en tant que leçon de philosophie, a-t-il aussi cet objectif et correspond-il à une problématique, selon vous, actuelle? Je répondrai oui. Cette fois-ci, il s'agissait de montrer à travers les entretiens d'Épictète comment les grands textes de la philosophie antique ont été d'abord et en même temps les tout premiers éléments de la construction occidentale du discours. C'est toute la problématique, à la fois antique et moderne d'ailleurs, de la leçon qui est abordée dans la leçon d'Épictète, qui sont le stade ultime de la constitution en Grèce et à Rome de cette leçon si particulière, nous l'avons vu, qui est la leçon de philosophie, et particulière aussi pour une autre raison, qui est qu'on attend surtout d'elle non pas des résultats tant en termes d'avoir qu'en termes d'être. Et quand on revient sur l'entrecroisement de l'interpellation et de la subversion, on voit comment il serait nécessaire actuellement pour des problèmes d'une extrême modernité, pour prendre un seul exemple, ils sont strictement indispensables pour qui veut mobiliser une philosophie de la décroissance. On est en plein dans ce domaine-là dès qu'on aborde les cyniques. Et puis, bien au-delà,
on trouve dans les entretiens une extraordinaire série d'outils pour une critique de la modernité, si inattendu que cela paraisse. Et c'est au pied de la lettre, et au sens fort des termes, qu'il faudrait prendre le mot d'Alain lorsqu'il présente les entretiens d'Épictète comme un bréviaire des esprits indociles. Et c'est un bréviaire dont nous avons grand besoin aujourd'hui, et c'est exactement dans ce sens que je me suis employé à lire les entretiens.